matinal tocsin 7h30, 9h30 à la volée. À la volée, je suis donc très heureuse de recevoir Boualem Sansal. Bonjour. Bonjour. Alors, on était en train de se dire, c'est pour ça que j'ai pris un tout petit peu tard le micro, que vous êtes écrivain français et écrivain algérien, parce que vous n'aimez pas trop la mention franco-algérien. Ben, j'aime pas, on ne peut pas être chien et chat à la fois, donc on est chat d'un côté avec les souris, et on est chien de l'autre côté. En fait, c'est un bon résumé de ce que vous êtes, de ce que vous présentez dans votre livre, cette présentation est français et algérien et non pas franco-algérien. Présentation que j'ai toujours pas finie, j'y reviendrai. Mais c'est un bon résumé parce que finalement, vous revendiquez l'identité derrière la langue à chaque fois et vous dites on ne peut pas nier son identité entièrement. Donc on ne peut pas être franco quelque chose qui coupe un peu la notion de français. C'est artificiel, là, c'est se mettre, excusez l'expression, le cul entre deux chaises, quoi. Voilà. Alors vous n'avez pas le cul entre la France et l'Algérie. Pas du tout. Ça commence sinon, bien. on est rejeté des deux côtés. On est perdant sur les deux. Voilà. Oui, on veut faire l'unité en disant franco-algérien, et puis finalement on est rejeté et par les uns et par les autres. Ouais, c'est un peu comme ça que vous vous présentez par moment. À 100%, et en Algérie, je suis algérien à 100%. Très bien. Tout le monde est content comme ça. On va revenir sur la langue et l'importance de l'identité. Je finis juste de vous présenter. Vous êtes donc auteur de nombreux ouvrages, lauréat de plusieurs prix littéraires, dont le Grand Prix du roman de l'Académie française en 2015 pour votre roman 2084, La fin du monde, aux éditions Gallimard. Et puis le Grand Prix de la francophonie, remis également par l'Académie française. Et puis aujourd'hui, donc, on présente ce livre, Le français, parlons-en, aux éditions du CERF. Alors, pour commencer, je vais lire un passage de votre livre qui lance bien le débat, puisqu'il commence comme ça d'ailleurs. Faut-il relancer le débat ? En ces heures sombres de fin du monde, on fait référence là à 2084. En ces heures sombres de fin du monde qui voient les Français trahis et vendus aux plus offrants par leurs élites, mercenaires du grand capital aux consuls honoraires des nouveaux conquérants, le français s'épuisait dans la vaine et ridicule compétition linguistique à la seule fin de figurer au énième rang dans le classement mondial et à domicile de céder devant des parlers hautement débilitants. Le globish de Quincaillier, mortel avec l'accent franchouillard, le wesh-wesh des quartiers qui se parlent droit dans les yeux, l'index levé sur le ton de la harangue, la langue inclusive qui exclut tout, n'inclut rien et au final éteint la vie devant le confusionnisme, le langage binaire de l'informatique, le bilinguisme élyséen à somme nulle, la langue européenne en cours d'accrétion au sein des institutions bruxelloises qui deviennent toujours plus souveraines au fur et à mesure qu'elles gagnent en incompétence tactique et stratégique face aux maîtres du genre. Il est urgent de s'interroger et de statuer sur le devenir de la France, des Français et du français. Voilà. C'est extrêmement bien écrit et c'est drôle parce que c'est en écho d'ailleurs. Tout, hein. Oui. Oui, mais c'est pas seulement dans... Le cafouillage n'est pas seulement dans le domaine linguistique, il est partout. Hein. Mais oui, c'est ce que vous expliquez. Voilà, le Macron, en même temps. Donc on met l'économie socialiste avec l'économie capitaliste, on met le mondialisme, mais on l'enferme, on parle mondialisme, mais on l'enferme dans l'européanisme étroit de Bruxelles. On mélange tout avec tout. Oui. Et finalement, on se met dans une prison dont les murs se rapprochent, et puis il y a un jour, on se trouve complètement enfermé dans une petite pièce, il n'y a plus d'horizon, il n'y a plus d'air. On en est là aujourd'hui. Oui. Hein. Ce qui explique d'ailleurs le bas. Alors, vous avez dit que la langue, c'est l'identité. C'est plus que ça. La langue, c'est l'âme. C'est une poétique à l'intérieur du cerveau. C'est de l'alchimie, c'est très mystérieux. C'est évidemment la question identitaire. Parce que l'identité s'exprime avec une langue, hein, évidemment. Elle s'exprime le mieux avec une langue. Mais on peut... et quand on dit langue, c'est pas seulement la langue parlée. Hein. C'est la gestuelle, c'est la gastronomie, c'est mille et une choses. Hein. Et voilà. Et donc, oui, alors, le langage, c'est l'âme, c'est l'esprit. Le français, c'est l'esprit français, c'est l'âme française, c'est l'histoire française, c'est la géographie française. Et vous êtes confronté finalement aujourd'hui avec ce livre, on dirait que vous souhaitez sauver d'une certaine façon le français et vous vous demandez aussi, c'est un peu l'impression que j'ai eue, comment le faire pour le sauver et c'est comme si vous arriviez devant un chantier énorme et vous dites les francophones, donc vous vous considérez comme francophone, se demandent expressément s'il faut laisser le français à la garde des Français. C'est-à-dire que les Français ne sont plus aujourd'hui au niveau de protéger leur propre langue. C'est des mauvais gardiens.
Ah oui, Ouais, c'est comme les parents qui ne gardent pas leurs enfants. oui. Et puis après, ils s'étonnent qu'ils les retrouvent dans les maquis ou dans les prisons. Là, bon, ben voilà. Et là, le français n'est pas gardé bien. Enfin, je ne veux pas vexer nos amis académiciens. Mm. En principe, c'est les gardiens officiels de Oui. la chose. On ne peut pas aussi fâcher Non, mais on fâche les hauts personne. fonctionnaires d'éducation nationale, Oui. qui, là aussi, Ah bah ce sont d'excellents gardiens. Oui, ils sont les gardiens de quelque chose, Mm. du moins à l'école, quoi. Mm. Voilà. Bon, ben, c'est que l'école n'est plus vraiment, réellement française aujourd'hui, hein. Mm. Elle se veut internationaliste. Elle cherche une identité, elle ne l'a pas. Elle avait une âme, elle ne l'a plus. Donc ça devient un lieu d'apprentissage. Voilà, Oui. c'est un centre d'apprentissage. On apprend aux gamins. D'ailleurs, on ne sait pas trop quoi, hein. Oui. Quand ils sortent de l'école, eh ben, ils savent ni lire, ni écrire, ni compter. Et du coup, ils sont à... Ils ne connaissent pas non plus l'histoire. Voilà, c'est très inquiétant. Il y a une déresponsabilisation à tous les niveaux. Et voilà. Est-ce qu'il faut reconstruire les choses hors l'État? Je ne crois pas. C'est tout à fait. Ça, c'est un élément important de votre livre. À un moment donné, vous dites il ne faut pas reconstruire une civilisation. En gros, j'ai pas votre phrase Ouais, là, je vais la retrouver. Il faut la mettre dans un musée L'accompagner au musée, tranquillement et en on recréer une construit autre. Oui. Oui. Ben voilà, c'est ça. Heureusement que les grandes civilisations, qui ont la civilisation romaine, la civilisation perse, etc., bon, voilà, elles ont connu le processus de naissance, d'expansion, la lumière, et puis petit à petit, elles ont disparu. Et heureusement qu'on ne cherche pas à ressusciter. Et donc, On vous nous ressuscite pas les considérez comme cadavres, étant hein. déjà une civilisation morte? Bon, on est en chemin. Voilà, on ne Mm. sait pas trop. On ne sait On pas est mourant, où quoi, mettre le tranquillement. curseur, parce que la prise de conscience est récente. Jusqu'à il y a 30 ans, la France, c'était la France. C'était clair pour tout le monde. Mm. Pour le monde entier. C'est clair. La France, c'est la France. Voilà, c'est la France de Victor Hugo, Chateaubriand, c'est la France de De Gaulle, etc. C'était évident. Et depuis une trentaine d'années, tout est diffus. Les frontières disparaissent. Qui est capable aujourd'hui de définir la France? C'est quoi? C'est une province de l'Europe? C'est un dominium germanique, Américain. américain, de plus en plus arabe et musulman, Mm. et peut-être demain chinois. Peut-être. Voilà. Et donc, c'est sûr que quand les choses disparaissent, ça veut dire que quelque chose est mort. Oui. Alors, qu'est-ce qui est mort, justement? Alors, ça peut être, ce qui est mort, ça peut être les ongles, machin, les peaux mortes, et c'est très bien, on s'en débarrasse. Mm. Mais ça peut être des organes vitaux. Ouais, des organes vitaux. Ouais. Oui. Et là, c'est gravissime. Et là, je crois qu'on est un peu là. Et pour moi, la meilleure preuve, c'est que un peuple vivant, une identité vivante, est capable de résoudre ses problèmes. Comme, je ne sais pas, les animaux savent résoudre leurs problèmes. Le virus, il sait résoudre ses problèmes. Il mute, il se transmute, il résiste. Et ben nous, on ne sait plus le faire. Oui. On ne sait pas nous adapter. Et donc, on s'accroche à qui? Je ne sais pas, aux Américains pour nous aider à régler tel problème. On compte sur l'Allemagne, on compte sur je ne sais pas quoi. Et on se déresponsabilise. Donc, du coup, on déresponsabilise la cité. On en est là aujourd'hui. Mais comment on est arrivé à ce vide, en fait, on va dire, c'est cette absence de respiration de notre civilisation? Comment on y est arrivé? Alors, Nietzsche a parfaitement résumé cela. Hein. C'est la volonté de puissance. Tant qu'une vie a la volonté de puissance, donc de vivre, de survivre et de s'organiser un espace vital où elle se sent en sécurité, tout ça, elle est puissante et donc elle avance. Elle innove, elle cherche, parce qu'il y a des dangers nouveaux. Donc il faut qu'elle les analyse. Et là, la volonté de puissance a disparu. Et elle a dit... Alors, c'est très difficile de dater les choses. Quand l'Empire romain a commencé à disparaître, on dit dans les livres de géographie, c'est par l'invasion des Mongols. Mais en fait, l'invasion des Mongols a été préparée un siècle auparavant par la dissolution des mœurs romaines. L'Empire était trop grand et trop vieux. Non, mais pour reprendre la métaphore des microbes que vous expliquiez, nous pouvons être attaqués par un corps étranger quand notre corps est lui-même déjà affaibli. Parce que peut-être nous n'avons pas une vie saine, parce que nous n'avons pas une bonne alimentation. Et à ce moment-là, on est sujet aux maladies extérieures. C'est la même chose pour... On est exactement là. Voilà. On a perdu le goût de vivre. Et le goût de vivre, c'est vraiment la volonté de puissance, quoi. C'est pas pour aller dominer les gens, mais c'est vraiment...
préserver son espace vital, préserver sa santé, préserver son moral par une éducation, une gymnastique du cerveau, par mille et une choses. Et là, on ne fait plus cette... Alors bon, il y a le fait aussi que les États, au fur et à mesure, ont déresponsabilisé les peuples. Moi, un jour, dans une conférence à la Sorbonne, j'ai soulevé un tollé extraordinaire. C'était le 100e anniversaire de la francophonie. Non, le 100e anniversaire de l'Académie des sciences d'outre-mer. D'accord. Et je vous disais, il y a un problème, c'est que pendant des millions d'années ou des centaines de milliers d'années, le cursus humain, on passe de l'enfance à l'âge adulte. Et on passe de l'enfance à l'âge adulte moyennant une petite cérémonie rituelle qui dure une journée, 2 jours. Voilà. Maintenant, on a une adolescence qui dure 20 ans. On a inventé maintenant les jeunes. Oui. Alors au début, c'était bon, parce qu'ils vont à l'école. Pourquoi c'est de l'enfance à l'adulte? L'enfant, évidemment, sous on va dire la domination, sous la protection la de tutelle, ses parents. Une cérémonie rituelle, il devient un homme. Il devient un guerrier, plus qu'un homme. C'est un guerrier. C'est un reproducteur de la société, défenseur de l'ordre et tout ça. On a cassé cela. Alors on dit, parce que maintenant ils vont à l'école, parce que l'économie, parce que. Alors, il est enfant, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, et on décale. On décale. Aujourd'hui, à 35 ans, vous dites c'est un jeune. Oui. Emmanuel Macron est un jeune. Ça veut dire quoi, jeune? Ça veut dire qu'il n'est pas économiquement indépendant. Il dépend de quelque chose. Ou les parents, ou la cité, ou l'État. Et du coup, c'est formidable. Il est retraité à 25 ans. Il est pris en charge par tout le monde. C'est vrai. Bon, ça, c'est pas... Déresponsabilisation. Moi, je vois en Algérie, les gamins, à 12-13 ans, il ne faut surtout pas le traiter en enfant. Il se vexe parce que là, il se sent... Voilà, c'est le gardien de la famille. Hein, oui. Oui, alors l'Algérie, vous en parlez également, puisque vous faites des allers-retours finalement entre la France et l'Algérie. Voilà, en Algérie, tout est pire. Hein. Oui. Donc là, on parle de... Mais sur la langue en Algérie, parce que là-bas, pour le coup, il y a une identité forte. On ne peut pas dire que... Non, pas du tout. Ah bon? Alors expliquez-nous. On ne sait pas. Parce que l'Algérie a toujours été colonisée. Oui. Donc on a été grec. Mais là, elle est colonisée par qui aujourd'hui? On a été grec pendant 1 siècle, on a été romain pendant 5 siècles, on a été byzantin pendant 2 siècles, vandale pendant 1 siècle et demi, arabe pendant 2 siècles, turc pendant 5 siècles, français pendant 1 siècle et demi. L'indépendance arrive, on dit mais on est qui là? Oui, et là vous êtes qui alors? Et alors, voilà, du coup la société s'est divisée en 3 fragments. Les uns disaient mais c'est simple, on revient à notre identité originelle, nous sommes des berbères. Et la langue existe, le berbère est une langue vivante et tout ça. Bon. Et puis, ceux qui ont pris le pouvoir, c'est les Arabes. Ils ont dit non, nous sommes des Arabes et musulmans. Oui. Voilà. Et puis, ceux qui ont vécu dans la colonisation, citadinisés, francisés, disaient mais non, on est de la Méditerranée occidentale, on est plutôt francophone. Et donc, du coup, on est toujours dans cette guerre-là. Et puis maintenant, dans une guerre où, pour le moment, le président Tebboune a été réélu là, très récemment. Réélu, que ça veut dire quoi? Non, mais ça veut dire qu'il y a eu un vote et qu'il a gagné 84% des voix. Après, élection ou pas élection démocratique. 95. Non, je crois que c'était justement 95, c'était les premiers sondages et on s'est retombé à 84. Une correction bizarre. Voilà, ils ont fait une correction un peu plus... Oui, c'est honnête, 84% des voix. Oui. Donc, en tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, ça montre qu'il y a quand même peut-être certaines personnes qui ont voté pour ce président. Moi, à mon avis, personne n'a voté. Moi, à chaque élection, avec les amis, on circule, on voit les bureaux de poste, les bureaux de vote et tout ça. Puis, moi, j'ai vu que du vide. Les bureaux de vote étaient vides, comme toujours. Hein. Les gens ne votent pas. Alors, en général, ceux qui votent, ce sont vraiment les vieux, parce qu'ils croient. Parce que quand les élections arrivent, le pouvoir fait circuler des tas de rumeurs. Bien sûr. Celui qui n'a pas sa carte de vote compostée, il n'aura pas de passeport, il n'aura pas droit
voilà, le quota de semoule, farine, truc. Il ne sera pas autorisé à aller faire le pèlerinage à la Mecque. Donc du coup, ils se disent, bon, bah, allons voter. Mais ils votent n'importe comment, c'est-à-dire ils prennent une enveloppe. Le plus souvent, la Mecque vide, ils ne savent pas voter. Hein. Je voudrais, si on revient sur la France, il y a un autre élément que j'ai trouvé très intéressant dans votre livre, où vous dites il est loin le temps en France où on parlait couramment 50 langues. Alors, 50, vous l'avez sourcé d'ailleurs. Une vaste et incessante symphonie du gothique au rococo en passant par toutes les nuances du baroque qui sonnaient, chuintaient, pétaradait dans les oreilles. Ça allait du picard au provençal, du basque au breton, du vendéen au morvandu et au francique au mosellan, du corse au catalan, du wallon à l'auvergnat, en passant par le François royal de Paris qui aidait à franchir la douane d'une région à l'autre, mais parce que doux et empulé, il avait... Bref, blablabla. Et est-ce que c'est pas ça aussi l'origine de la détérioration, au moins, on peut dire peut-être pas de la mort, du on va dire du corps français, du fait que finalement on lui ait renié, pour revenir sur ce corps, toutes ces parties vitales. Oui, mais absolument, parce que les Français, le peuple français a 50 langues, ce sont les langues du terroir, ses racines sont là vraiment. Mais bon, la France est construite par la suite autour des rois, et les rois, ils ont besoin d'une langue. Oui, mais ça aurait pu être une langue administrative. Voilà, il y a eu une grande bataille. Non, parce qu'au départ, c'était surtout une langue religieuse. Parce que le ciment, c'était... on avait adopté le latin d'église, donc imposé par le pape, la papauté, et puis ça correspondait, c'était bon. Et puis à un moment donné, les rois ont estimé qu'il faut sortir de la tutelle du pape. Donc voilà, François Ier en particulier, puis d'autres qui ont commencé à se rebiffer contre l'ordre papal, parce que voilà, la papauté, c'était plus vraiment très sérieux, et donc voilà. Alors, on s'affranchit du latin, mais on le remplace par quoi ? Pas les langues locales, parce qu'on crée des guerres civiles. Si on prend le breton, les Corses vont faire la guerre. Donc voilà, ils vont sortir du territoire. Et donc il fallait quelque chose de moyen. Donc on a inventé une langue, inventée carrément dans la cour du roi. Donc une langue qui n'était pas enracinée finalement. Oui. C'était une langue, c'était une sorte d'espéranto là. Après la Deuxième Guerre mondiale, on a rêvé d'une langue comme ça artificielle que tout le monde, qui ferait l'unité linguistique et peut-être aussi l'unité spirituelle des humains. Et ça n'a pas fonctionné. Et là, ça a fonctionné parce que les rois avaient besoin. Ils voulaient absolument s'émanciper par rapport au latin et l'Église. On est dans un peu la fin du Moyen-Âge, les Lumières qui apparaissaient, le siècle des Lumières qui approchait. Et donc, on a inventé une langue qui emprunte. Et alors là, c'est là où on n'est pas d'accord. C'est que les uns pensent qu'elle emprunte au latin. Oui, alors, très le intéressant. Le fait philologique latin. Et d'autres disent pas du tout. Le latin lui-même vient du grec. La mère de toutes les civilisations de ce continent-là, c'est les Grecs, c'est les Pélages. Il y a des preuves scientifiques. Là, c'est un livre un peu de vulgarisation. Oui, mais en effet, vous revenez sur cette thèse. Oui. J'ai lu les spécialistes, mais je n'ai pas voulu jouer ce rôle-là. Ça aurait été indigeste. Parce que on comprend que c'est les Grecs. Pourquoi ? Parce que la France se constitue, elle ne s'est pas du tout constituée sur les valeurs romaines. Pas du tout. De guerrière, etc. Elle s'est construite sur les valeurs grecques, la philosophie, la philosophie, la science, le débat. Et donc c'est une langue très raffinée, très... Et on ne retrouve pas les traces des valeurs romaines dans la langue française, ou très peu. Voilà. C'est intéressant. Mais alors, est-ce que justement, si on veut sauver la France, puisque finalement, plus que le français, c'est la France, et tout ce qu'elle est, et sa vie finalement, que vous souhaitez vous aussi participer à sauver, est-ce qu'il ne faudrait pas commencer par redonner de la place à cette expression régionale, par la langue, mais par sa culture ? Je rappelle qu'encore aujourd'hui, nous, on a souvent fait des sujets là-dessus.
finalement, tout ce qui est langue régionale, par exemple, est condamné presque. Des parents qui veulent donner un prénom de langue régionale avec un tilde, par exemple, sur une des lettres du prénom de l'enfant, se voient interdits de le faire. Alors qu'on peut aujourd'hui appeler son enfant du nom d'une voiture ou de je ne sais quoi. Enfin, je veux dire, on peut tout faire sauf donner un prénom qui a une origine régionale, ce qui est quand même incroyable. Les écoles régionales aussi sont limitées. Enfin, il y a une grande peur, pardon, je finis juste, il y a une grande peur de l'invasion par l'intérieur même de notre culture, alors que nous sommes aujourd'hui envahis de toutes les cultures par l'extérieur. Oui, mais c'est le paradoxe. Hein. C'est que, bon, à un moment donné, cette France jacobine s'est emparée de l'ensemble du pouvoir, parce que pendant très longtemps, c'était très, très difficile de gouverner la France en tant qu'entité. Il y a tellement de différences entre les régions sur le plan linguistique, culturel, gastronomique et tout ce qu'on veut. Il faut trouver un dénominateur commun. Donc, on ne pouvait pas le prendre dans le... et donc on a... D'ailleurs, je pense que c'était la bonne démarche. Il ne faut pas chercher à ressusciter les choses. Ça, on le fait dans les sociétés archaïques. En Algérie, dans le monde musulman, c'est ce qu'on essaye de faire. Ressusciter l'âge d'or du temps du prophète. Mais on rêve. On n'est pas dans l'âge d'or, on est dans l'âge tout à fait pourri. Là, il faut construire quelque chose qui résiste aux microbes d'aujourd'hui. Voilà. Et donc, il faut se garder de cela, de regarder le passé, et dire, on finit par l'idéaliser, et puis on va faire un remake ridicule qui ne prend pas. Non, il faut d'abord retrouver cette volonté de puissance. Voilà. Il faut que collectivement, les Français disent, mais il y en a marre d'être à la botte de l'Allemagne ou des États-Unis, ou demain la Chine et la Russie. On est là, on fait notre vie. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus collaborer avec les autres et tout ça, non, bien sûr. Mais mais là, la flemmardise, et puis il n'y a plus cette volonté. Donc, il vaut mieux s'appuyer sur l'Allemagne. Un petit peu moins de virilité. À un moment donné, vous parlez de virilité, peut-être moins de virilité aussi, même dans notre identité. Oui, absolument. Et quand on dit virilité, c'est aussi féminité, hein, parce que ça va ensemble. Hein. Oui. Voilà, c'est pas au sens machiste du terme. Hein. Je voulais vous poser une question qui n'est pas en lien avec ce livre-là, mais j'en profite puisque je vous ai. Vous avez parlé de narratif scientifique dans d'autres livres, et finalement vous avez dit qu'il y a eu beaucoup de narratifs. Il y a toujours des narratifs dans les civilisations. Avant, ça a été d'abord les grandes religions, puis les grandes idéologies, le communisme, etc. Et aujourd'hui, nous sommes dans un narratif scientifique. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu ça? Parce que nous, c'est quelque chose qu'on a pu constater, notamment pendant le Covid. Il y a eu vraiment la mise en place d'un comité scientifique qui dictait un peu sa religion, d'une certaine façon. Mais souvent, on me reproche, pour tous mes autres romans, tout ça, on m'a toujours reproché, il y a trop de science là-dedans, quoi. Mon dernier roman, Vivre, c'est vraiment carrément de la science-fiction. Enfin, en partie. Le roman, en fait, se déroule ici, en France, maintenant, avec les problèmes d'aujourd'hui. Mais il y a une annexe qui est purement scientifique, qui, en fait, ne peut être comprise que par les spécialistes de l'astrophysique, de la cosmologie et de la physique quantique. Mais parce que là, on parlait de volonté de puissance. Et c'est en lien avec cela. Sur quoi on va bâtir une volonté de puissance nouvelle? Depuis la Deuxième Guerre mondiale, on a pensé que c'était d'abord sur le militaire. Alors, le nucléaire, les armées, les trucs, on montre les biceps, les tanks, voilà, les défilés. Voilà. Puis on a trouvé que c'était ridicule, que ça bouffait beaucoup d'argent et qu'en fait, il n'y a pas de guerre. Il y a des idées de guerre, mais il n'y a pas véritablement de guerre. Donc ça ne fabrique pas de véritables soldats, de véritables héros. Ça fabrique des acteurs de la guerre. Qui font, voilà. Alors on s'est dit, on ne peut pas bâtir une puissance sur... c'était une illusion. Ça a été l'économie. Donc, tout dans l'économie, on est fort. PIB, on ne parle que de ça. PIB, on est à temps, on a dépassé l'Italie, on a dépassé les trucs, on est à 30 000 $ per capita. Et puis, là-dedans, on a fouillé. Puis, c'est plutôt l'industrie que l'économie. Et ainsi de suite. Et là, on n'a plus de narratif sur quoi s'appuyer. La puissance. Alors, le scientifique... commence aujourd'hui
parce qu'avec avec Hubble et avec Webstar et tout ça, on commence à l'univers qui était là-bas au bout de inaccessible. Aujourd'hui, il est là. On a des photos du fin fond de l'univers. On rentre dans des problématiques. Et la science est en train d'occuper le terrain et d'incruster dans notre esprit, dans notre imaginaire, les valeurs de la science. Et à la fois le mystère absolu, mais c'est aussi la volonté aussi de percer le mystère dans une démarche presque quasi religieuse. Oui. Pourquoi on cherche les mystères j'en ai rien à fiche de ce qui se passe à l'autre bout de l'univers. Et pourtant, on veut absolument savoir, parce que derrière se posent des questions de vie, de mort, de vérité, d'absolu. Est-ce que tout ça ne nous ramène pas à nous, à notre propre mort, qui est l'origine un peu de toutes les recherches. Et quand on voit aujourd'hui les recherches scientifiques transhumanistes qui nous permettent de vivre dans l'idéal, dans cet imaginaire, je veux dire, sans fin, on revient finalement au phénomène religieux qui est de comprendre sa propre mort. Oui, mais ça c'est affreux, parce que c'est comme Voltaire disait à propos de l'islam, c'est du réchauffé du judaïsme. Maintenant, on fait que du réchauffé de quelque chose, quoi. Du réchauffé du militaire, du réchauffé de trucs. Non, il faut sortir de ça, il faut vraiment... faut pas effacer le passé, il est là, il dit dans nos livres, etc. Mais il faut bâtir quelque chose. C'est certainement pas avec des gens comme Macron qui et en même temps, ça peut rien dire, et en même temps, c'est ça ou ça. On peut les mettre côte à côte. D'ailleurs, vous parlez d'une certaine personne que vous ne nommez pas qui dit que la culture française n'existe pas. Bon, c'est à qui vous faites référence. C'est fou de dire ça, il y a toujours une culture. Merci beaucoup, en tout cas, Boualem Sansal, le français, parlons-en. C'est une discussion avec un journaliste au début, en tout cas, c'est comme ça, imaginaire. Vous dites le dialogue qui n'aura jamais lieu. Le français, parlons-en, c'est un livre aux éditions du Cerf. Merci encore. Et puis, je rappelle que vous êtes Grand Prix de la francophonie. Merci à vous tous.